on enchaîne rapidement vers le panel formation. Donc j'invite les panélistes de nous rejoindre ici à l'estrade. Donc Madame Lerck, Madame Françoise, les gens de l'OFPPT qui se sont déplacés de Casablanca. Donc, avec nous, son Excellence, Monsieur le directeur du cabinet du ministère de la formation professionnelle du Sénégal, qui assiste avec nous, qui nous honore par leur présence, qui vont avoir des B2B et des bilatérales avec l'OFPPT, l'Office chargé de la formation professionnelle, dans le cadre d'un besoin exprimé de création de filières dédiées aux métiers de recyclage et de gestion de déchets. Donc Madame Françoise, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur Chraibi. Donc, on sait très bien l'importance de la formation dans ces métiers-là, et on sait très bien que ce secteur-là reste les secteurs pauvres de la formation, que ce soit professionnelle, technique ou destinée aux hauts cadres ou ingénieurs, d'où la nécessité de réfléchir et de repenser et de créer, d'initier des formations dans ce cadre. Donc, à vous la parole, M. Chraibi, qui représente, M. Chraibi, président de l'association AMED, notre partenaire, l'association marocaine pour un développement durable, et aussi enseignant-chercheur à l'université Abdelmalek Saadi, donc qui va nous présenter et nous parler de l'expérience de l'université dans ce sens. À vous la parole, M. Chraibi. Bien, j'ai une petite présentation. Oui, bonjour tout le monde. Merci, M. Mouderi. Donc, d'abord, je tiens à vous féliciter et aussi à vous remercier d'avoir impliqué et l'université Abdelmalek Saadi et aussi l'association marocaine pour un environnement durable pour cette première édition de salon dédiée à la gestion des déchets. Il faut dire aussi que ce soit en tant qu'acteur associatif ou aussi universitaire que c'est une première à Tanger, et nous souhaitons vraiment un bon vent à ce salon, que ça devienne vraiment un rendez-vous annuel pour justement tous les acteurs actifs dans la question des gestions des déchets, dans les métiers relatifs à la gestion des déchets. Alors, comme il a dit ici Mouderi, donc je vais prendre peut-être deux casquettes à la fois. Alors, pour parler d'abord au niveau de l'université Abdelmalek Saadi, juste quelques mots. Bon, ce que je vais vous présenter ici, c'est juste un modèle ou bien un exemple d'offre de formation de ce qu'on fait au niveau de l'université. Mais c'est aussi important et intéressant donc de comprendre au niveau de l'université Abdelmalek Saadi qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est une université qui est dédiée à la région du Nord. Donc aujourd'hui nous comptons dans l'université 19 établissements, 16 qui sont opérationnels et qui sont répartis sur les villes donc justement du Nord, à savoir Tanger, Tétouan, Al-Husseima déjà, mais il y a aussi Larache, il y a aussi d'autres sites prochainement comme Ouazzane, Al-Qasr al-Kbir et bien d'autres. Donc elle couvre toute, si vous voulez, la région du Nord. Et quand je parle donc de l'offre de formation dans le domaine de la gestion de déchets, donc nous avons une offre de formation initiale et il y a aussi une offre de formation continue. D'ailleurs, le 25, ça veut dire ce samedi-là, il y a une journée d'études dédiée à la formation continue et qui aura lieu à la faculté de médecine et de la pharmacie, qui est dédiée justement à l'offre de la formation continue en général, mais notamment, bien entendu, les métiers liés au développement durable, et qui va être, bien sûr, il est organisé en partenariat avec nos partenaires socio-économiques. Alors, en parlant justement de l'offre de formation, là je vous parle donc du modèle ou bien de l'exemple, de l'expérience, parce que aujourd'hui c'est une expérience, cette filière d'ingénieurs qui est à l'ENSA à Tanger.
Donc, je rappelle que l'université Al-Malik Saadi, elle abrite 3 écoles d'ingénieurs, 3 écoles nationales des sciences appliquées. L'ENSA Tanger, c'est la première école d'ingénieurs hors le secteur Casa-Rabat. Elle a été initiée en 1998. Aujourd'hui, elle offre donc 5 filières d'ingénieurs, donc c'est des ingénieurs d'État, avec un cycle de préparatoire intégré. C'est exactement le même modèle, pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même modèle que celui donc des INSA de France, c'est le même réseau, c'est le même principe, donc avec un cycle prépa qui est intégré. Et historiquement, l'ENSA Tanger, toutes les filières, on a aujourd'hui 5 filières, donc dans la formation initiale. Après, il y a aussi des formations donc de master et recherche. Mais en ce qui concerne les filières d'ingénieurs, ce sont toutes des filières qui viennent pour accompagner les besoins socio-économiques de la région. Et donc, historiquement, nous avons démarré avec, dans le début 99-2000, avec génie télécommunications. À l'époque, c'était donc le bug télécom, donc c'était la vague. Il fallait justement avoir des compétences. Après, on est parti vers le génie informatique, c'était en 2003 le démarrage. Génie des systèmes électroniques, c'était aussi une demande carrément donc, des acteurs de tout ce qui est métier donc, de l'électronique. La 4e filière, c'est le génie industriel qui a démarré en 2010 avec le nouveau, mouvement et tendance que connaissait la région et notamment Tanger avec Tangermed. Et puis il y a cette filière d'ingénieurs éco-énergétique et environnement industriel qui a démarré en 2012. Donc aujourd'hui, nous avons 8 promotions donc, d'ingénieurs d'État qui sont opérationnels. Et je vais donner quelques éléments pour comprendre aussi comment la formation peut se faire et où on peut voir un peu l'aspect justement gestion des déchets. Alors déjà, le contexte de lancement de cette filière, il venait exactement pour répondre à un besoin donc crucial en compétences, mais à la fois qui sont techniques et managériales. Alors ici, on parle, la réflexion, elle avait démarré à partir de 2010-2011. C'était le moment où il y avait donc déjà la réflexion sur la charte nationale de l'environnement et du développement durable, qui est devenue après une loi cadre. Donc on a voulu, et on précise la question donc de la mise à niveau de l'entreprise marocaine par rapport à toute démarche de développement durable. Après, il y a la stratégie qui a démarré, et donc avec tout le besoin en compétences dont on a besoin. Donc il fallait un peu avoir un fournisseur, je dis bien le terme, donc de compétences à l'échelle donc de la région, mais aussi à l'échelle nationale, pour accompagner que ce soit les projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, mais aussi cette mise à niveau aussi environnementale demandée qui est aussi stipulée dans la charte. Alors, les débouchés de la filière, c'est des ingénieurs managers. Alors, pourquoi on parle très souvent? On a tendance à écarter ou bien à former en technique et laisser le côté gestion de projet, notamment tout ce qui est, alors que normalement, c'est quand on recrute, nous recrutons par projet, nous recrutons par projet, donc il faut des compétences et à la fois techniques et aussi à la fois managériales qui sont intégrées. Et donc, débouchés principaux donc, de cette filière, c'est des ingénieurs managers de l'énergie et de l'environnement qui peuvent faire d'abord donc, de l'ingénierie conseil dans la mise en place de politiques environnementales et énergétiques, donc notamment dans les entreprises industrielles, mise en œuvre de politiques d'efficacité énergétique et aussi solutions, donc tout ce qui est dimensionnement donc de solutions, accompagnement de la démarche, et puis donc le management qualité, sécurité, environnement et énergie, donc à savoir tout ce qui concerne les services HSE des entreprises. Et nous avons aussi développé ces dernières années, dans les 3 ou les 4 dernières promotions, donc l'ingénieur entrepreneur, donc inciter aussi les ingénieurs à aller dans l'entrepreneuriat vert. Donc ça veut dire leur donner les modules de base pour qu'ils puissent, s'ils veulent, eux-mêmes donc aller dans une logique donc d'entrepreneuriat. Alors juste pour vous donner une idée rapidement sur l'architecture, où on va voir aussi après les compétences, puisqu'on a parlé dans le titre de compétences de formation axée sur les compétences.
Donc nous avons une année déjà où là, il y a la première année, principalement c'est les sciences de l'ingénieur, c'est le basique. Mais dès l'année 2, déjà on commence à former vers les compétences et on va aller dans ce qu'on appelle l'année métier. Et je vais vous montrer après justement les détails. Donc c'est à partir de la deuxième année d'ingénierie, donc après les 2 années de bac, on va aller vers tout ce qui est formation métier, que ce soit dans l'énergétique, efficacité énergétique et l'ingénierie QSE et tout ce qui va avec. Alors je vais aller vers l'essentiel, ça c'est la répartition des modules. Le plus important c'est les compétences acquises. Donc je vais un peu lister rapidement pour comprendre un peu donc un ingénieur ENSA, éco-énergétique, à titre d'exemple, qu'est-ce qu'il peut, donc ce qu'il est capable de faire. Donc il y a déjà tout ce qui est pilotage donc d'outils d'efficacité énergétique, notamment bien sûr en industrie, pilotage et dimensionnement de projets d'énergie renouvelable, et aussi tout ce qui est efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc ça c'est le premier volet. Après il vient le volet qui nous intéresse le plus peut-être pour le salon, c'est la partie ce qu'on a appelé nous donc environnement industriel. Ce que je veux passer aussi comme message ici, je pense que les responsables d'entreprise seraient d'accord avec moi, qu'on ne peut pas, peut-être parfois, il ne s'agit pas de faire des formations spécifiques gestion de déchets, mais des formations qui comportent aussi le volet gestion de déchets. Parce que quand on fait une gestion de déchets, c'est généralement intégré dans une démarche, par exemple, de système de management de l'environnement, ou bien dans un système, par exemple, dans une démarche donc, de développement durable. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un ensemble donc, de compétences où l'ingénieur, il peut être vraiment avec un spectre ouvert et capable d'avoir justement des compétences pour piloter des projets, notamment les projets qui sont dédiés à tout ce qui est gestion intégrée des déchets, filière de valorisation, développer, penser à des solutions donc de l'économie circulaire, faire aussi de l'écologie industrielle. Et il peut le faire aussi en intégrant la notion de système de management. C'est pour ça l'importance de l'ingénieur manager. Ça veut dire d'une part, on peut proposer, on pilote le système de management, on propose des solutions, mais on est capable de dimensionner les solutions. Et comme ça, on a des solutions clés en main qu'on peut donner à l'entreprise. Alors, un autre point important, et ça c'est la tendance aujourd'hui de toutes les formations, notamment les assises régionales et la nouvelle réforme qui est en vue de l'enseignement supérieur, et elle insiste sur cette vision-là, c'est l'approche pédagogique doit être vraiment une approche pédagogique axée sur les projets terrain, axée sur l'appliqué, moins de PowerPoint et plus donc d'études de cas, plus de terrain, et c'est la tendance. Donc il y a déjà des projets terrain, déjà sur place, donc d'expérimentation. Aussi, il y a ce qu'on appelle les projets en entreprise. Alors très souvent, les entreprises, ils se posent des questions. Qu'est-ce que ça veut dire un projet en alternance? C'est qu'on a, en quelque sorte, imaginé des projets avec, ça veut dire on envoie par groupe, donc des stagiaires qui vont aller une journée par semaine, pendant un semestre, pour développer une solution. Et donc c'est des projets en alternance. Donc ils sont là, chaque semaine ils viennent, c'est comme on va faire le travail, un rôle donc d'un certain bureau d'études pour avoir les données, tout ça, et ils travaillent. Et donc l'idée c'est justement alterner entre ce qu'ils apprennent donc, en présentiel, ça veut dire dans la formation, et aussi l'application en entreprise. Après, bien sûr, il y a 3 types de stages, technicien, ingénieur d'application, Bac plus 4, et stage de fin d'études. Ici, juste pour vous donner, puisqu'on parle ingénieur, donc on parle de projet de fin d'études, là, je vous montre un peu donc, la répartition en pourcentage des demandes que nous recevons donc, des entreprises, principalement de la région du Nord, mais aussi de Rabat, Casa et un peu partout donc, du Maroc. Et vous voyez bien que donc, la demande, elle est répartie, la grosse demande, c'est principalement dans tout ce qui est environnement industriel, donc notamment gestion de déchets, l'ingénierie QSE, tout ce qui est études d'impact, donc c'est aux alentours de 44%, et le côté efficacité énergétique, 45%. Peu d'énergie renouvelable, la demande n'est pas énorme au niveau des énergies renouvelables. Voilà, alors ça c'est juste, donc je suis presque à la fin de la présentation. Ici juste quelques entreprises partenaires, donc dans les axes notamment Tanger, Rabat, Casa, que ce soit dans l'environnement industriel, que ce soit aussi au niveau de tout ce qui est efficacité
énergétique. Ce que je voulais aussi dire, puisque je prends rapidement, ça c'est quelques projets terrain, donc c'est des projets, c'est un peu, ça reflète un peu donc l'esprit de pédagogie inversée, formé par le projet, formé d'une façon qui est beaucoup plus, je dirais expérimentale. Donc c'est des projets qui se font justement au sein donc de l'école. Il y a aussi un autre volet en parallèle avec la formation, et je conclurai avec ça, c'est le rôle que peut faire aussi, je dirais, de sensibilisation. Parce qu'il ne suffit pas uniquement donc d'avoir des... je peux avoir un bon ingénieur qui va développer une solution, une démarche qui est très bonne, et là où il y a tous les indicateurs et tout, mais pour réussir la démarche, il faut aussi sensibiliser les opérateurs. Parlons de la gestion des déchets, rien que le traquage, j'imagine, et le casse-tête de respecter le tri, il lui faut toute une mobilisation et vraiment au niveau des opérateurs. Et donc c'est là où le rôle je peux dire, de l'association aussi, puisque l'AMED, l'Association marocaine pour l'environnement durable, est très active aussi avec pas mal donc, de partenaires dans la région pour mener, que ce soit des modules donc, de sensibilisation, des serious games, avec lesquels on peut un peu inciter les opérateurs d'une façon plus, je dirais, plus ludique et plus expérimentale que les formations classiques, parce que parfois, pour justement gagner l'engagement de cet opérateur ou bien de ce cadre, il ne suffit pas uniquement de lui réciter un PowerPoint, mais de le faire impliquer, de le connecter à l'importance justement dans la gestion de déchets. Voilà ce que je voulais donc dire un peu. En gros, j'espère que je n'étais pas trop long, que ce soit sur le volet formation, mais j'insiste aussi sur que le volet sensibilisation, il faut vraiment l'intégrer pour une meilleure efficacité de la performance environnementale. Je vous remercie. Un grand merci à l'association AMED qui a participé avec nous dans la partie activité ludique que vous trouvez sur la plateforme. Donc, M. Lotfé a parlé, on a intégré 5 activités, je crois. Vous pouvez nous rapidement sur les 5 ? Oui, alors c'est des activités qui sont sur la plateforme. Ce sont des ateliers qui concernent justement l'efficacité énergétique, le tri sélectif et la démarche donc des 4 R, l'eau, la gestion donc de l'eau, et puis le 4e, c'est la pollution microplastique. Alors le principe, quand je parle d'atelier, donc c'est une séquence d'une 45 minutes très interactive. D'accord, et le contenu, il est aussi, on l'adapte selon le public. Et nous avons aussi un contenu qui est destiné donc aux opérateurs pour justement à la sensibilisation de ces 4 thématiques clés qu'on retrouve dans le quotidien de l'entreprise. Et nous avons aussi une démonstration d'un serious game intéressant sur Envirun. Il est en ligne aussi. Félina, oui, c'est les Félina gestes, absolument. Merci, c'est arrivé encore. Donc, on voit l'importance de la formation dans le cadre des filières et de l'écosystème du développement durable. Donc, pour ne pas tarder, on enchaîne avec Madame Hajar Jaouani, qui représente le directeur général du cluster Valbiom Maroc, un cluster spécialisé justement c'est, je crois, l'unique cluster au Maroc spécialisé dans la gestion et la valorisation des déchets. Il va nous parler de l'importance des clusters, leur rôle pour booster l'innovation et la recherche et le développement. À vous la parole. Donc bonjour à vous toutes et tous. Je suis Hajar Jaouani, la chargée de mission innovation, recherche et développement au sein du cluster Valbiom Maroc. Alors le cluster Valbiom Maroc, on est installé déjà à la région de l'Oriental, exactement à Oujda. Donc le cluster Valbiom Maroc, c'est une structure à gouvernance mixte, publique et privée. Donc on est labellisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. On gère un contrat-programme avec l'État de 8 ans. Alors le cluster Valbiom Maroc, il regroupe tous les acteurs qui travaillent dans le domaine du recyclage et valorisation des déchets à l'échelle nationale. Donc le cluster Valbiom, il contient 3 collèges. Donc en tant que membre, donc le premier collège sont des instituts
institutionnels publics, par exemple la commune urbaine de Oujda, le centre régional de l'Oriental, la chambre de commerce. Aussi, on a les instituts de recherche scientifique, on a des universités au niveau national qui sont membres au cluster Valbiom à travers l'université Mohamed Ier de Oujda, on a l'université Mohamed V, on a l'université Abdelmalek Saadi, l'Irizen, etc. Donc le rôle du cluster Valbiom est de booster l'innovation au sein de l'industrie marocaine. Donc on est membre fondateur du Maroc Cluster et on est aussi membre actif avec le World Bioenergy Association. Alors le cluster Valbiom a une gouvernance, et il a une gouvernance qui est composée d'un bureau exécutif, d'un comité d'organisation stratégique et des structures d'animation. Au total, donc, on a 60% de représentants des entreprises. Donc, on a des grandes entreprises, des startups, des PME, des PMI qui sont membres et qui travaillent dans le domaine de valorisation, recyclage des déchets et énergie. Et on a aussi 40% de représentants des universitaires et des instituts de recherche. Alors là, il y a la liste de nos partenaires. Donc, comme j'ai déjà mentionné à l'avance, donc on a les partenaires institutionnels, par exemple l'Agence de développement de l'Oriental, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de la Transition énergétique, la commune, la Chambre d'Industrie et du Commerce et le centre d'investissement, et les partenaires institutionnels et les partenaires entreprises. Donc, il y a pour les partenaires entreprises, par exemple, on a des grandes entreprises comme Holcim, Midi, Colemo. On a aussi des startups et aussi il y a la Sonacid qui vient de rejoindre notre cluster en ce mois-ci. Alors, le bureau exécutif de notre cluster, donc, il est composé des membres qui sont des industriels et des professeurs universitaires. On a aussi la structure d'animation, donc il est composé du directeur général et les responsables d'administration et financière, le responsable de la PIM et la chargée d'insertion. Alors, comme j'ai déjà mentionné, l'objectif global du cluster Valbiom, c'est la recherche et développement pour les projets collaboratifs innovants dans le domaine de la valorisation et recyclage des déchets à l'échelle nationale. Alors, sans trop... Alors là, je viens sur les activités du cluster. Par exemple, en 2020, le cluster il a un plan d'action à réaliser. Donc, parmi les activités qu'on organise, ce sont des formations gratuites qu'on offre aux industriels de la région de l'Oriental. Alors, ces formations contiennent plusieurs modules selon le besoin des industriels qu'on a en tant que membres ou bien les industriels de la région de l'Oriental, à savoir par exemple des formations sur la valorisation et le recyclage des déchets, l'efficacité énergétique, une formation sur les audits énergétiques, parce que comme vous savez, maintenant toute entreprise ou bien industrie sera obligée de faire un audit énergétique une fois qu'il dépasse un seuil de consommation. Donc aussi, on fait des formations sur la norme ISO 50001, donc la norme d'énergie, et plusieurs thématiques selon les besoins. Aussi, on organise l'atelier national des déchets de la biomasse. Cette année, c'était la 4e édition de l'atelier national de déchets de la biomasse qui était organisé à Oujda. Donc cet atelier, il regroupe tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de la valorisation et recyclage. Donc, comme j'ai déjà mentionné, c'était la 4e édition cette année. Aussi, on organise des compétitions pour les startups au niveau national. On cherche les startups qui ont des idées innovantes dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. Donc, ce sont quelques exemples de startups qui sont membres qu'on a accompagnés pour le prototypage de leurs projets. Par exemple, on a la startup Biodesh. Donc, c'est une startup qui est installée à Marrakech. Donc, cette startup travaille sur la valorisation du lexivia. Donc, comme vous savez, le lexivia, il pose un problème énorme. Donc, cette start-up a développé un process de traitement du lexivia afin de le rendre un compost fertilisant pour les agriculteurs. La deuxième start-up, c'est une start-up qui est installée à la région de l'Oriental. Donc, cette start-up, elle fait la valorisation et le recyclage des déchets miniers et plastiques pour les rendre comme des pavés écologiques.
qu'on utilise dans la construction. Il y a aussi la start-up Ecoman, donc il fait la valorisation et recyclage des déchets agroalimentaires pour les aliments du bétail. Alors cette année aussi, le cluster a organisé des événements. Et comme j'ai mentionné, ce sont des formations en profit des industriels, l'atelier national des déchets de la biomasse. Aussi cette année, il y avait une compétition pour les bourses doctorales. Donc cette année, on a primé 3 bourses doctorales, 3 doctorantes qui travaillent dans le domaine de l'énergie. Et qui vont bénéficier d'une bourse qui va offerte par le cluster Valbion. Cette bourse va couvrir toutes les dépenses de ces doctorants à travers, par exemple, un dépôt de brevet, la participation d'un congrès scientifique ou bien des déplacements soit au niveau national ou bien à l'international. Aussi, on a organisé un hackathon. Un hackathon, c'était dédié pour les étudiants. Donc, qui travaillent aussi dans le domaine de l'énergie et l'environnement. Donc, on a primé trois projets qui ont l'intention de créer leur start-up. Alors là, je viens pour cette plateforme d'innovation mutualisée. Alors, le mois dernier, on a inauguré la plateforme d'innovation mutualisée qui est financée par la GIZ et la KfW. Donc, cette plateforme, elle contient 3 ateliers. On a là le premier atelier, la mécatronique. Le deuxième, c'est le génie civil et éco-construction. Et le troisième, c'est l'énergie et l'environnement. Donc, ces 3 ateliers-là sont équipés avec des appareils de haut niveau pour la caractérisation et les analyses et le prototypage des projets. Aussi, il y a un projet, le PRVRD, c'est le projet régional de valorisation des déchets. Donc, ce projet va être financé par la KfW. Donc, le but de ce projet est la réalisation de centres de tri à la source. Ça veut dire, dans les quartiers, on va réaliser des centres de tri pour séparer les déchets. Donc, ce projet-là va être financé par la KfW et va voir le jour très bientôt, Inch'Allah. C'est une vidéo. Donc là, c'est une vidéo qui est explicative de ce projet, le PRVRD. Non, ça va pas. 30 secondes. Donc, merci pour votre attention et je donne la parole à M. Dibdoubi pour compléter le domaine de la formation. Donc, merci Mme Hajar. Donc, il a fait la description de ce cluster de Valbion. Je reviens juste sur quelques points très importants. C'est celui au niveau de... Sachez que ce cluster n'a que 2 ans. C'est en 2020 qu'on a eu la labellisation. Et au bout de 2 ans, c'est un cluster qui est très actif. Et ce que j'ai bien aimé, parce que moi je suis universitaire de la faculté de sciences de Tétouan, l'université Abdelmalek Saadi, c'est que je me suis retrouvé avec, d'un côté, il y avait les industriels, et il y avait les 20%, ceux qui forment le cluster, d'il y a la commune, et 20% d'il y a l'université. Donc il fallait... Et c'est ce qui manquait auparavant, dans les années 80 et 90, c'était le pont entre les industries et la recherche scientifique. Il n'y avait pas ce contact. Il fallait qu'on se retrouve autour d'une institution, et celle le cluster de Valbion. Alors, un autre point très important, c'est que dans le traitement des déchets, et ça a été noté, parce que j'étais hier, je vous invite d'ailleurs à visiter le stand de Cluster Valbion, pardon. J'ai rencontré pas mal des gens qui sont porteurs de projets, des petits ateliers, des petits projets. Et là, ça me manque toujours, parce que parfois, on fait une aventure dans le traitement des déchets tout seul comme ça. D'accord ? On a une idée et on se lance, alors que normalement, on a besoin d'un appui scientifique, d'un appui technique, logistique, économique. Et ça, le cluster, la maison de cluster à Oujda, il ouvre ses portes. Il donne des formations, c'est gratuit pour les industriels. Il suffit de s'inscrire. On a fait, au bout de 2 ans, on a 2 formations qui ont été faites.
on accompagne. D'ailleurs, comme il a dit Madame Hajar tout à l'heure, on récompense chaque année des start-up. D'accord? Au total, 19, au bout de 2 ans. D'accord? Mais les start-up, on ne donne pas leur prime. On donne une prime, c'est vrai. Mais on ne laisse pas comme ça dans la nature. Tout seul, affronter les défis de la commercialisation et de mener leur projet. C'est pour cela qu'on les assiste. Scientifiquement, techniquement, d'ailleurs, le laboratoire de plateformes innovantes mutualisées, c'est fait pour ça, pour les accueillir. Donc, ils ont du matériel pour poursuivre leur travail. Donc, c'est pour cela que je lance un appel et de profiter, de ce que s'offre. Comme il a dit aussi Madame Hajar, c'est qu'on s'est orienté aussi vers les doctorants, les jeunes chercheurs. D'accord? Donc, chaque année, il y a une sélection. J'hésite aussi aux enseignants, comme votre enseignant qui est présent avec moi. On est de la même maison de l'université Abd Malik, Saadi. Et moi, je lance des appels à travers le site web de l'université pour que des doctorants puissent postuler pour un moyen économique confortable pour bien mener leur recherche. Alors, avec, comme on a dit, le partenariat avec l'université, donc on a signé une convention avec l'université Abd Malik Saadi. Donc, si vous avez des étudiants, des doctorants, ils sont les bienvenus au cluster de Valbiome. Et le Valbiome, chaque année, il organise un atelier de déchets et de biomasse. Là, lieu de rencontre, c'est devenu comme un pèlerinage pour les industriels. Et je vous dis que c'est très intéressant. Vous rencontrez, vous faites de contacts. Et ça permettra de réussir pas mal de projets. Voilà, je vous remercie. Comme on voit ici un vrai exemple de réussite de partenariat université-industriel à travers des clusters qui accompagnent et mentorent des startups et des jeunes porteurs de projets. Merci beaucoup les collègues de Valbiome Cluster Maroc. Donc avec nous Madame Elek Mounia, experte internationale dans la croissance verte et CEO of African Green Challenge Consulting. Donc il va nous parler de l'offre de formation et quel type d'accompagnement pour développer le secteur de la gestion des déchets en Afrique. À vous la parole Madame Elek. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir fait le privilège justement de participer avec vous dans cet événement qui est fort intéressant. Parce que franchement, on est demandeur de ce genre de colloques et de ce genre de plateforme justement d'échange en tant que professionnel, en tant qu'institutionnel, en tant qu'ONG, pour discuter en fait les problématiques qui sont liées à la gestion des déchets. Alors, quand on parle de la gestion des déchets, c'est un secteur qui est très complexe. Et encore plus complexe quand on parle de la gestion des déchets en Afrique. Donc là, je vais parler pas uniquement de la situation de la gestion des déchets au Maroc, mais au niveau de tout le continent. Puisqu'en fait, on a exactement les mêmes modes de consommation, on a plus ou moins, et on a les mêmes problématiques de la gestion des déchets. Donc en fait, quand on parle de formation, c'est très vaste. Le secteur, il est très complexe. Et on veut conduire un changement, on veut partir d'un état A à un état B. Donc, en fait, je pense que c'est tout simplement une conduite de changement. On veut partir, par exemple, d'une situation problématique à une situation où on a des solutions. D'accord ? On veut partir, par exemple, on veut tous avoir une gestion efficiente des déchets avec un système de management des déchets très, très efficace, avec des gens qui sont formés, avec des réformes, avec pas mal de choses. Et bien, tout cela nécessite beaucoup de formation, tout cela nécessite beaucoup d'accompagnement. Donc, je rejoins ce que vous aviez dit tout à l'heure. Quand on parle de formation, c'est vraiment très, très vaste. Là, par exemple, on va partir de... On est dans une situation où on veut aller là. Donc, on a un objectif. Et bien, la formation, c'est comment on veut aller de là à là.
Donc comment on va atteindre cet objectif-là? Et là, je m'adresse justement à vous, en fait, parce que vous êtes nos invités, justement, je vous souhaite la bienvenue ici au Maroc. Parce que voilà, on est en train de travailler sur une conduite de changement au niveau de nos pays. Donc on veut changer la situation, travailler sur la sensibilisation des citoyens, travailler sur les réformes, travailler sur les lois, travailler sur pas mal de choses. Donc c'est tout un chantier qui est vraiment ouvert. Je pense en fait, moi le message, et c'est pour ça que je n'ai pas fait de présentation théorique ou académique, je voulais que ça soit plus un débat interactif et qu'on puisse échanger, parce que le but c'est de sortir d'ici avec des idées plus claires, qu'on puisse échanger nos expériences et qu'on puisse connaître exactement où ils sont nos problèmes et comment on peut les résoudre. On est là pour chercher des solutions. On n'est pas là, on est là pour parler des problèmes, mais en même temps pour chercher des solutions. Alors, quand on parle de la formation, donc là j'ai dit, par exemple, j'ai parlé de la gestion des déchets, on est dans un contexte. Donc on ne peut pas partir sur une formation si on ne maîtrise pas le contexte. Donc ça, c'est très important. Et c'est ça ce qui est oublié à chaque fois quand on mène un programme de formation. Le contexte, il n'est pas maîtrisé. On ne peut pas ramener quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas du tout le contexte, parce que chaque pays a ses spécificités. Sa façon de consommation, son mode de consommation, la mentalité de sa population, ses réformes, sa réglementation, c'est tout un chantier. Donc quand on veut conduire un changement, quand on veut faire la formation, et là j'allie conduite de changement à ce volet formation, ben on est dans l'accompagnement, on est dans la sensibilisation directe. Donc là on est par exemple, la société, c'est à tous les niveaux, à toutes les strates de la société, que ce soit au niveau décisionnel, que ce soit au niveau du secteur privé, parce que c'est ce secteur privé, nous on va travailler sur les lois, on va travailler sur les réformes, on va travailler sur des décisions politiques, d'accord ? Mais ça, il faut les mettre sur le terrain. Donc il faut que le secteur privé puisse porter ces décisions. Et là, je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est ce genre en fait justement de colloque où on peut marier le secteur privé avec le secteur public pour discuter ensemble. On ne peut pas, chacun danse dans son coin. Donc c'est pas possible. Il faut absolument, d'ailleurs pour jouer de la musique, il faut que tous les instruments soient bien accordés. Donc il faut absolument, pour qu'on puisse avoir un bon morceau de musique, agréable à écouter, ben, il faut accorder tous les instruments. Donc là, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous, et je parle en connaissance de cause. Donc j'ai été dans le cabinet de la ministre et j'ai vu toutes ces problématiques-là. Après, maintenant, je suis dans le privé, donc je vois les problématiques qui sont rencontrées, que ce soit au niveau des gens qui travaillent sur les décisions. Alors on leur dit, bon, ben, écoutez, on va changer un... Il y a un ministre qui arrive avec de très belles stratégies, qui dit on va conduire un changement, on veut par exemple, je ne sais pas, partir de... En Afrique, en fait, la plupart des pays travaillent sur l'enfouissement. Donc nous, on va partir sur la valorisation énergétique ou la valorisation matière. Ben, les gens, il faut qu'ils comprennent de quoi on parle. Non, là, je parle au niveau des politiques. Donc déjà, ce politique, il faut absolument qu'ils comprennent de quoi on parle. Donc il nécessite une formation. D'accord ? Et là, je parle au niveau, que ce soit au niveau central ou au niveau régional ou local. Donc, on a besoin d'accompagner aussi ce politique, que ce soit le ministre, parce que le ministre, il n'est pas ingénieur. Il peut être, je ne sais pas moi, un juriste. Il peut être... donc, il faut absolument déjà que lui, il comprenne de quoi, en fait, on parle. D'accord ? Précisément. En général, il a une stratégie, il a une équipe qui travaille avec lui. Mais quand on veut appliquer ces stratégies au niveau régional ou au niveau local, ben, il faut que les autres aussi soient accompagnés. Les présidents de région, par exemple. Les maires, par exemple. Donc là où j'ai écouté le maire d'hier, par exemple, à Dakar, en fait, voilà. Donc, il faut qu'ils comprennent exactement qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Il faut qu'on comprenne exactement pourquoi on fait ça. On ne le fait pas uniquement parce que ça fait fun, parce que c'est bien, il faut accompagner les gens. Là, je parle juste au niveau décisionnel. Après, on va descendre à un autre niveau, parce que les décisions, ben, il faut qu'elles soient appliquées. Il y a le secteur privé. Donc ce secteur privé, il faut qu'il soit allié avec ce qu'on a décidé. C'est lui qui va pratiquer. Donc il faut absolument que ce secteur privé aussi soit accompagné. Il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il comprenne exactement de quoi on parle. Parce que moi, je ne vais pas lui dire on fait telle stratégie,
allez, on l'applique. Et si tu ne l'appliques pas, eh ben voilà, il y a des contraventions. Ben, ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'on l'accompagne. Et si jamais il n'applique pas, bien sûr, il y a des contraventions. Il est sanctionné. Donc, en fait, là, on est au niveau juste du privé. Il y a un autre volet qui est très important et qui me tient vivement à cœur. Et à chaque fois, je le redis, je ne le redirai jamais assez. C'est le volet de la population. C'est les volets de citoyens. Parce que c'est qui consomme? Et c'est qui produit ce déchet? C'est ce consommateur. Eh bien, en général, il est marginalisé. Il n'est pas dans la boucle. Et là, je suis sûre que Mme Françoise, elle va être d'accord avec moi, parce que le citoyen, il faut absolument qu'il soit dans la boucle. Donc ce citoyen, il faut qu'il soit accompagné. Il faut qu'il comprenne exactement l'utilité de ce changement qu'on veut conduire. D'accord, on lui dit le recyclage et tout ça, très bien. On lui dit il faut faire le tri et tout ça. Mais il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, avec sa bouteille qu'il va consommer. Qu'est-ce qu'il va faire avec son papier qu'il va jeter. Qu'est-ce qu'on va faire avec, je ne sais pas moi, son matelas qu'il vient juste de changer. Il faut qu'il comprenne exactement à quoi ça sert. Et qu'on l'implique. Il faut qu'il sente qu'il est dans la boucle. Il n'est pas juste, il fait juste des petites initiatives. C'est très bien. Ça ne veut pas dire que je n'encourage pas ces initiatives. Il faut absolument qu'on les encourage. Mais il faut que ce citoyen comprenne qu'il est aussi partie prenante dans le changement. Donc on ne peut pas le dissocier justement de cette approche, de ce processus général. Donc en fait, quand je parle du citoyen, on a les enfants, d'accord ? On a les adultes, parce que toujours on dit il faut investir dans les enfants, mais il y a les adultes qui polluent maintenant, d'accord ? Les enfants, ils sont sur du long terme, d'accord, très bien, moyen long terme, je suis d'accord, ils vont être des citoyens bien qui respectent, mais on a un problème actuel, il faut absolument qu'on trouve une solution. Avec les adultes, c'est les parents qui et cet enfant, quand il va voir à l'école, quand on lui dit il ne faut pas polluer, il faut machin, il faut ceci, maintenant on a, d'ailleurs, il y a par exemple une expérience d'ailleurs que je vous invite à découvrir, ici au Maroc, on a les éco-écoles, c'est excellent, vraiment c'est un processus. C'est une démarche qui est menée justement par la princesse et vraiment c'est super sympa comme programme parce que vraiment on apprend aux enfants comment trier, comment respecter l'environnement. C'est une démarche super intéressante à partager d'ailleurs. Alors je reviens à mon problème. Donc c'est comment cet enfant on va lui dire faut pas polluer, mais il voit que son père il pollue ou sa maman. Ça n'a pas de sens. C'est comme j'ai dit, il faut qu'on soit tous d'accord sur la même démarche. Ça veut dire il faut absolument qu'on soit d'accord, qu'on veut mener un changement et qu'on est tous d'accord et qu'on regarde tous dans la même direction et dans le même objectif. Donc le citoyen, il est partie prenante et il faut absolument qu'il soit inclus dans la boucle. Donc ça, c'est un volet important. On revient à tout ce qui est universitaire, par exemple. On ne peut pas faire des formations juste uniquement académiques. Il faut qu'on fasse des formations pratiques. On est sur des thématiques qui sont spécialisées. D'accord ? On parle de l'assainissement liquide, on parle de, je ne sais pas moi, de l'efficacité énergétique, je parle par exemple de la valorisation énergétique. Il faut qu'on forme des ingénieurs qui vont vraiment résoudre le problème. À côté de ça, j'ai des gens qui décident et qui dictent les lois et qui travaillent sur les lois, qui sont aussi dans le même niveau. On ne peut pas ramener juste un programme, dire on va faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, à chaque fois, qui est oublié, c'est la maîtrise du contexte. Parce que moi, j'ai vu, à chaque fois, il y a des programmes, il y a de l'argent fou qui part à chaque fois dans des programmes de formation, de renforcement des capacités. Mais après, vous voyez que la situation ne change pas. Il faut que la situation change. Si on veut que ça change, il faut que ça soit une formation ciblée, une formation précise et une formation spécifique qui répond à un besoin spécifique. Donc, en fait, si on veut vraiment conduire un changement, et vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, on est partir d'une situation problématique vers une situation où vraiment on veut arriver avec des solutions. Parce que la formation va nous résoudre énormément de choses. Le secteur des déchets, en fait... D'accord, j'ai presque fini. La formation va nous résoudre parce que là, la dame, elle a parlé tout à l'heure de l'exivia. Les lexivia, par exemple, ça bouffe un temps fou, un argent fou. Alors pourquoi on ne sensibilise pas ce citoyen juste de trier ses déchets ? Ça va tout simplement minimiser
l'humidité dans les déchets, et du coup, on n'aura pas ce problème à gérer qui va nous demander énormément d'argent. Ben, c'est pas possible, si le robinet est ouvert, ça va continuer à couler. Donc il faut absolument, donc c'est là où vraiment, moi je vous invite juste à mener la réflexion. J'espère que le message il est clair et qu'il est passé. Juste qu'on réfléchisse, qu'on est tous partie prenante de cette planète, de cette problématique, et qu'il faut absolument qu'on soit impliqués. Pas dire, bon, ben, ils font ce qu'ils veulent, et moi... Non, on est citoyen, il faut que le citoyen et l'État ou le gouvernement travaillent ensemble pour vraiment arriver à l'objectif désiré. Et je vous remercie. Merci Madame Monieller. Un très grand témoignage, très pertinent, qui définit et trace un petit peu la vision ou la stratégie, si vous voulez, qui doit être menée par les officiels et par les gens concernés par la formation. Donc, avec nous, Madame Assia Mouhsin, chef de division à la direction de la recherche et de l'ingénierie de formation à l'OFPPT, l'Office de formation professionnelle, donc, qui va nous présenter la coordination des centres de développement des compétences. Même la coordination des centres, c'est un titre? Non. Mais... d'accord, c'est une... Et donc, chef de division à la direction de... La coordination des centres et de développement des compétences. On va en parler là tout de suite. On va clarifier les choses. Bonjour à tous, merci d'être là. On se réjouit, moi-même et mes collègues de l'OFPPT, d'être parmi vous pour ce premier salon. Alors tous les intervenants de ce matin et de tout à l'heure m'ont tendu un petit peu la perche, surtout Madame Mouna, en mettant l'accent sur l'importance de la formation. Parce que s'il faut retenir quelque chose de ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que l'économie circulaire est une économie de rupture de vision, de paradigme. Les déchets ne sont plus des déchets, ça devient des ressources. Et leur gestion est l'affaire de tous. Elle n'est pas l'affaire d'une sombre entreprise de ramassage. C'est l'affaire de tous, des citoyens, de nos jeunes, des moins jeunes, des adultes. Et pour ça, l'OFPPT, toujours présent et toujours en veille pour apporter des réponses de cursus de formation aux besoins de l'économie nationale. Dans ce cadre-là, je viens vous apporter un petit peu notre témoignage et partager avec vous où on en est sur ce grand chantier. Et sur ce volet-là, je voudrais aborder deux thématiques. Ce que nous faisons aujourd'hui, d'abord en termes, n'oublions pas que l'OFPPT est un opérateur de formation publique, donc il y a une exemplarité de l'État à respecter, on se doit d'être exemplaire, et pour ça on a commencé un petit peu à creuser toutes les actions qu'on peut mener nous-mêmes à l'intérieur de nos établissements dans ce sens-là. Et à ce titre, j'aimerais parler un petit peu de la mise en place d'un système de management environnemental ISO 14001 qu'on a commencé à installer dans 3 établissements pilotes, 3 grands établissements sectoriels qui sont l'Institut dédié à l'aéronautique de Casa, l'Institut dédié au BTP, le MBTP de Stades et l'Institut national du cheval à Rabat. Donc, au niveau de ces 3 établissements, nous sommes en train de mettre en place un système de management environnemental et que nous souhaiterions, une fois bien rodé, généraliser à l'ensemble de nos établissements. Il y a aussi l'instauration des processus HSE dans l'ensemble des établissements avec toutes les notions de valorisation, de gestion des déchets, de tri sélectif, etc. Ça, un petit peu pour le côté, on va dire, managérial. Mais à côté de ça, l'Office, aujourd'hui, il a érigé l'intégration de cette dimension environnementale dans l'ensemble de ces formations. Donc c'est devenu partie prenante de son modèle pédagogique et toutes nos filières, sans exception, qu'elles soient vertes ou pas, qu'elles soient classiques, elles sont verdies avec des notions de HSE, avec des notions environnementales. On a décliné cette orientation de différentes manières. Alors déjà, on peut vous présenter aujourd'hui, je pense,
quelque chose comme 13 filières dédiées à l'économie verte, qui comportent, on peut les citer, hein, c'est le technicien spécialisé en eau potable et assainissement, le technicien spécialisé dans la gestion des déchets et la dépollution, le technicien spécialisé en qualité, hygiène, sécurité, environnement. J'en profite pour dire à notre collègue de l'université que ces profils-là peuvent tout à fait être complémentaires au profil d'ingénieur management que vous êtes en train de former. Il y a l'agent d'exploitation de l'eau, il y a l'ouvrier de gestion de déchets et de pollution qui est un petit peu particulier parce que depuis ce matin, je n'ai jamais assisté à une réunion où on parlait autant des chiffonniers, qui sont la dernière strate des strates du citoyen marocain. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur et on parle de leur travail, de leur savoir-faire. On les copie pour mettre en place des systèmes qui sont rodés. Et moi, je pense qu'il n'y a pas mieux que la formation pour valoriser un métier. C'est-à-dire qu'en prenant ces personnes, qu'en leur apportant une formation sur d'abord la protection, ils sont là pour protéger un petit peu l'environnement, c'est aussi leur gagne-pain, mais ils doivent aussi se protéger en tant que citoyens. Donc il y a tout un cursus de formation à offrir à ces personnes pour qu'on ne les appelle plus des chiffonniers, mais des ouvriers qualifiés en gestion de déchets et des pollutions et qu'ils rentrent dans le domaine du formel. Il y a aussi une grande panoplie de formations qualifiantes telles que le gestionnaire de l'eau potable et de l'assainissement, une formation qualifiante un petit peu générale, l'hygiène, sécurité, environnement, pour que ces profils, on n'en a jamais trop, pullulent et qu'ils soient mis à la disposition de toute entreprise qui souhaite justement monter en compétences en termes d'hygiène, sécurité, environnement. La sécurité minière, bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a l'efficacité et l'audit énergétique. L'installateur des systèmes photovoltaïques, j'ai vu tout à l'heure dans la présentation de matin qu'on aurait besoin de ces profils-là pour un petit peu récolter l'énergie qu'on va produire avec les déchets, le pompage solaire. Il y a 3 autres, justement, comme nous, on est un petit peu toujours sur la veille, il y a 3 autres formations qui sont en cours d'élaboration. C'est attendez, excusez-moi, comme c'est des formations qui sont nouvelles, et donc leur intitulé pour rester exact. Alors il y a 3 formations. L'une, elle est destinée à la gestion de déchets. C'est une formation qualifiante de courte durée qui peut concerner les entreprises, leur personnel. Il y a une formation qui, à mon sens, est très importante aujourd'hui, c'est la gestion des déchets hospitaliers. On n'en parle pas assez. Et la gestion des déchets industriels. Donc une formation un petit peu généraliste et 2 autres un petit peu plus spécialisées dans leur vision. Alors, globalement, voilà pour ce qu'on va appeler des filières vertes. Maintenant, il y a tout l'aspect, je pense qu'on ne peut pas se permettre de mettre du vert quelque part et ailleurs du gris et du noir. Et il faut que toutes nos filières comportent une composante qui rappelle un petit peu la problématique écologique qui nous concerne tous, la problématique de la rareté des ressources et donc l'importance de considérer l'économie comme circulaire, comme durable. Et pour cela, même dans nos secteurs qui sont un petit peu plus classiques, il y a toujours soit des compétences, soit un dispositif pédagogique pour rappeler un petit peu justement l'importance de la problématique. On peut en citer quelques-uns. Par exemple, il y a tout bêtement la digitalisation des contenus, c'est moins de papier. Le fait de mettre, ça a l'air tout bête, mais le fait d'utiliser moins de papier, et déjà nous sommes dans une démarche, on va dire, de développement durable, de gestion de déchets. Il y a le module HSE qui aujourd'hui c'est un parti pris. Nous estimons que tous nos stagiaires, nous appelons nos apprenants des stagiaires, doivent avoir une sensibilisation à l'hygiène, sécurité, environnement. Et donc ce module fait partie prenante de ce que nous appelons notre bloc soft skills, qui est distillé à tous nos apprenants, quelle que soit leur filière de formation. J'ai parlé tout à l'heure de la mise en place de poubelles de tri sélectif, de la sensibilisation aussi à la rationalisation de la consommation en eau et électricité de nos managers. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemplarité de l'État, je pense que là aussi il y a un effort à faire. Il y a, j'ai parlé du secteur de l'économie verte. On peut par exemple parler du secteur du BTP. La sensibilisation à l'importance de l'utilisation des matériaux durables est une démarche
verte est une démarche vers une économie plus durable. Le développement de l'efficacité énergétique, le développement d'une filière de formation en éco-construction pour banaliser un petit peu que ce ne soit plus un luxe de chercheurs ou de personnes X, mais qu'on puisse trouver des gens qui sont formés pour les gens qui le souhaitent, à faire de l'éco-construction. Je passe un petit peu le digital. L'idée, c'est de vous communiquer et de vous transmettre le fait qu'aujourd'hui, l'OFPT, en tant que formateur, en tant que coopérateur de la formation, est tout à fait conscient et complètement impliqué dans l'accompagnement du pays, dans sa transition vers une économie plus verte, vers une économie plus durable. Voilà, alors, pour faire court, je pense que s'il y a des questions, je peux répondre. Merci à vous. Rapidement, donc, à cause de la contrainte du temps, j'ai fait court. Oui, merci beaucoup, Madame Haja. Donc, on passe à un témoignage donné par Madame Françoise, qui représente le réseau ACR+, un réseau belge spécialisé, international. Ok, vous êtes belge, je crois. Ok, d'accord. Quelque part, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais à cause de la contrainte du temps, donc après le témoignage, on passe directement au déjeuner. Et à 15h30, donc on va décaler un peu le programme de l'après-midi qui devrait démarrer à 14h30, donc ça sera à 15h30. Donc un petit témoignage de Madame Françoise qui aura une intervention à l'après-midi. Donc dans la partie, un témoignage dans la partie formation. Oui. Mais je vais pas prendre beaucoup de votre temps. Et je suis arrivée seulement ce matin. Je suis désolée parce que je pense qu'il y a eu déjà des très bons débats hier. Et alors je vais peut-être, quand on parle de formation, je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été dites. Alors moi, il y a des choses aussi qui m'ont interpellée. Personnellement, je ne suis pas du tout ingénieure. Et je travaille sur la gouvernance de la gestion intégrée des déchets et surtout de l'économie circulaire, parce que je pense que maintenant on parle d'économie circulaire encore plus que de gestion des déchets. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, des choses qui sont importantes pour moi de communiquer dans un contexte de formation, c'est que, d'abord, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Je suis désolée de le dire dans une conférence sur le recyclage, parce qu'on a besoin de la matière pour recycler, mais moi, en tant que représentant d'un réseau qui représente des autorités publiques, on essaye d'internaliser les externalités, c'est-à-dire de donner une valeur économique aux impacts environnementaux. Donc on a des stratégies à court, moyen et long terme. Et donc pour cela, on doit donner des incitants et mettre en place des stratégies, que ce soit réglementaires ou des incitants économiques, pour qu'on aille vers cette transition économique de circularité. Donc je pense que ça c'est important de le préciser, que donc il y a tout le volet prévention qui doit également être pris en compte quand on parle de formation, y compris pour les ingénieurs. Tout ce qui est éco-conception, etc., est très importante dans la formation de nos futurs ingénieurs. Et alors, j'ai entendu dire aussi qu'on devait parler de gestion intégrée des déchets, et vous le savez comme moi, si vous travaillez dans le domaine des déchets, que ça veut dire qu'il y a une approche multi-acteurs, et il y a une approche avec l'importance, comme l'a dit Mounia, du contexte socio-économique culturel. Et donc ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a différents acteurs, le secteur privé, le secteur public, les citoyens qui sont aussi des consommateurs. Et donc les clusters, pour moi, sont des choses qui sont extrêmement importantes, mais on doit mettre tous ces acteurs autour de la table, sinon on ne va pas arriver au but qu'on veut atteindre. Et donc on doit former aussi tous ces gens, donc pas uniquement le secteur privé, les ingénieurs et futurs ingénieurs dans des entreprises, mais les futurs ingénieurs qui vont travailler dans les services publics et qui vont écrire les appels d'offres.
notamment pour les contrats de délégataires, etc., et les citoyens qui sont des consommateurs et qui produisent les déchets. Donc voilà, je pense que c'est juste les petits messages que je voulais donner maintenant, et on aura l'occasion, j'imagine, de parler plus longuement cet après-midi, après le déjeuner. Voilà. Merci, Madame Françoise. Et juste un dernier petit point, quand j'entends de magnifiques formations sur le tri des déchets, je peux vous dire d'expérience que si en aval, vous n'avez pas toutes les infrastructures qui permettent de dire vous triez pour quelque chose, c'est-à-dire que vos déchets vont être recyclés, ça ne sert à rien, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très important à savoir ici au Maroc. Voilà, merci. Donc on a terminé, mais M. Charibi insiste pour 10 minutes. On a devant nous 10 minutes, mais juste pour des interventions, des petites questions, on va prendre 3 questions. On ne va pas dépasser 10 minutes. Donc il y a M. Tariq Idriri. Mais vraiment 1 minute par intervention, s'il vous plaît. Bonjour, donc je vous félicite et merci pour la qualité des intervenants. Présentation, oui, Idriri Tariq, je suis un spécialiste des déchets. J'ai un bureau d'études à Tanger. Je travaille dans le secteur des déchets depuis 30 ans. Je voulais seulement, parce que la recherche, moi je suis aussi de la recherche, et ça me tient au cœur. Et comme j'accompagne les communes de Tanger et Tétouan dans les centres de valorisation des déchets, et je trouve l'absence complète de la recherche et de l'université, ni à Tanger ni à Tétouan. Et ils sont des laboratoires qui sont magnifiques, parce qu'on est en train de passer d'une décharge sauvage à des décharges contrôlées avec le tri, la valorisation, le traitement des lixiviants. Et on est à la limite, on a besoin de cette recherche, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Et il y a même des fonds qui peuvent encourager la recherche pour l'aider dans le traitement des lixiviats, dans le génie civil, il y a la décharge, la stabilité de la décharge. Tous les métiers de l'université, ils peuvent venir et ils peuvent se trouver dans nos décharges. Donc c'est une invitation. Et je remercie le Valbiome. Je veux quelque chose comme le Valbiome aussi dans notre région de Nord. Mais s'il y a le temps, parce que j'ai entendu un mot, compostage de l'exivia, je ne l'ai jamais entendu dans ma vie. Je pense qu'il faut régler un peu les mots. Ce n'est pas un compostage de l'exivia, c'est un recyclage de l'exivia dans un compost. Parce que le compostage, c'est une fermentation aérobique, ce qu'on ne peut pas faire pour un liquide. Donc il faut un peu corriger les termes. Merci, c'est Tarek. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Deux minutes. Oui, 2 minutes. Rapidement. Je vais répondre rapidement. On va respecter les consignes de C. Mouderek. Alors, c'est juste, bon, d'abord, merci pour la question, parce que je pense que c'est crucial, la question donc de la recherche. Et je pense que c'est dans d'autres cadres, on avait même mené des études. Ça veut dire que pas mal de fois, vous avez accueilli, lorsque vous étiez aussi conseiller à la GIZ, pas mal de doctorants pour des études sur la décharge, la typologie, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le challenge, ou bien le défi, c'est qu'on sache comment faire pour travailler ensemble. Le constat qui est le suivant, je pense que mon collègue aussi, Sidibdoubi, va me confirmer la même chose. Je ne peux pas vous dire combien il y a de thèses qui sont dans des tiroirs. Et je trouve que c'est énormément, vraiment dommage qu'il n'y ait pas vraiment cette logique de recherche appliquée. Et quand je parle de recherche appliquée, donc déjà des équipes multidisciplinaires, tout à l'heure madame a parlé, donc il y a et le côté, bien entendu, législatif, il y a et le côté managérial, il y a et le côté technique, et donc imaginez déjà des équipes de recherche qui sont pluridisciplinaires et travailler sur une problématique spécifique avec justement donc où il y a un rassemblement, une conjugaison de compétences. Ce que je peux vous dire, et je suis très optimiste là-dessus, c'est que la nouvelle vision de l'université, avec tout ce qu'on est en train de faire, notamment avec le conseil régional, il va y avoir un appel de projet spécifique au niveau de la région pour tout ce qui est sujets qui sont liés
y compris donc tout ce qui est l'aménagement de territoire, y compris la gestion de déchets. Je vais aussi, je prends du moment que j'ai le micro, mais 1 minute, d'insister sur la mise en contexte. Je pense que c'est vraiment très très important, surtout pour tout ce qui est formation, de la formation aux besoins, absolument. Et là, j'insiste beaucoup surtout sur le fait que les formations ne s'importent pas. On ne peut pas importer un concept. Quand on est dans l'économie circulaire, il faut d'abord une mise en contexte. Très souvent, on trouve qu'il y a beaucoup de formations. On est dans une course vers des projets, parfois dépenser des projets, dépenser des rubriques de formation. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on soit... Il va m'enlever le micro. Le dernier point, juste, et je rejoins Madame dans ce qu'elle dit, quand on parle économie circulaire, il n'y a pas que la gestion des déchets. Il y a aussi l'offre, il y a l'éco-conception, il y a l'offre des acteurs économiques. Ça, c'est un domaine à part. Et il y a à boire, à manger, puisqu'on va aller manger. C'est vraiment très important. Il y a le deuxième volet qui est aussi le comportement du consommateur. C'est pas uniquement dans le tri, l'allongement de durée d'usage, l'esprit de la réparation, donc il y a pas mal de principes de comportement qui font partie de cette économie circulaire. Économie circulaire, c'est pas uniquement la gestion de déchets, c'est la phase finale qui est le recyclage. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais j'insiste sur ça parce que la formation dans l'économie circulaire ne concerne pas uniquement la gestion de déchets. Merci. Question? Pour qui? Voilà, je représente une coopérative à Casa. Donc, il y a des coopératives qui veulent valoriser le déchet plastique. Ils ont des problèmes de traiter l'eau usée. Est-ce que votre université est capable de faire ce travail? C'est-à-dire de faire une recherche de traiter les eaux usées pour les coopératives ou les gens qui valorisent le déchet plastique. Merci. Cette question pourra être posée lors du panel de demain, déchets industriels, mais je ne sais pas si quelqu'un ici est spécialisé. Il y a une équipe de recherche à la faculté, à ma connaissance, je pense que mon collègue aussi à Tétouan peut confirmer. Au niveau de la FST, il y a une équipe de recherche qui travaille sur tout ce qui est traitement des eaux usées. Je peux vous donner le contact et voir un peu, parce que, encore une fois, c'est de la recherche appliquée. C'est bien pour voir un peu les éléments donc, de la problématique, où on peut imaginer soit un sujet ou bien un projet donc, à monter là-dessus. Mais je peux vous donner le contact. Il y a une équipe à la FST de Tanger, ici. Dernière intervention. Donc c'est moi qui clôture alors. Voilà. Ben, écoutez, en fait, il y a un point aussi qui est très important, que j'ai oublié de souligner, c'est que quand, par exemple, l'État il est en train de mobiliser les gens pour justement s'inscrire dans la démarche de l'économie verte, je ne vais pas dire uniquement économie circulaire, puisque c'est intégré dedans la composante. Ben, écoutez, quand ces gens-là, ils veulent monter des projets, donc l'État, il pousse en fait, d'ailleurs le Maroc, il est vraiment très promoteur dans ce genre de choses. Ben, quand la personne, elle arrive chez les banques, elle rencontre des difficultés. Parce que quand vous avez un banquier face à vous et vous lui parlez, ben, je monte un projet dans le recyclage ou dans l'économie circulaire, ben, il ne voit pas de quoi vous parlez. Lui, il est financier. Il ne connaît rien sur le terrain. Il ne connaît rien du tout. Donc, du coup, ben, vous risquez d'avoir des soucis. Il ne vous passe pas le dossier. Et du coup, votre projet, il est... Ben, en fait, d'ailleurs, il y avait une dame qui m'a parlé de ce genre de choses. Donc, c'est vrai que la formation doit toucher aussi ces gens, en fait, justement. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, puisqu'on est dans... Bien sûr, parce que sinon, bah, on ne peut pas changer, en fait, si on n'aide pas justement ces projets à voir le jour, on les bloque, et bah, ça... Donc c'est comme on tourne en rond. Donc ça, c'est un volet qui est très, très important. Et voilà, je voudrais juste le souligner. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça n'a pas été trop... Merci à vous. Monsieur Charaibi, Lotfi Charaibi de Ahmed, de l'Université Abdelmalek Sadi, Madame Françoise du réseau ACRR+, Madame Mounia Ellerk, experte internationale dans l'économie verte, Madame Assia Mohsin de l'OFPPT et Madame Hajar du cluster Val Biom Maroc. Merci à vous. Donc,